Nous accueillons donc cet après-midi Madame Charlotte Mijon et Monsieur Martial Château, représentant le réseau Sortir du nucléaire, qui est une fédération d'associations et de personnes privées créée en 1997. Par arrêté ministériel du 14 septembre 2005, elle est reconnue association agréée de protection de l'environnement. Elle regroupe des associations antinucléaires locales et nationales, mais aussi des organisations très diverses qui vont de WWF à Europe Écologie Les Verts, la Confédération Paysanne, Sudrail ou encore Biocop. Elle est elle-même adhérente à Réseau Action Climat. Elle met en exergue les dangers potentiels de la filière électronucléaire et, comme son nom l'indique, milite pour une sortie du nucléaire. L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées de déposer sous serment. Elles doivent jurer de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, Madame Mijon, Monsieur Château, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous en remercie. Je vais maintenant vous donner la parole pour un exposé liminaire que je propose de limiter à une dizaine de minutes. Et ensuite, je céderai la parole à Madame la rapporteure et à mes collègues qui m'auront de vous interroger. Vous avez la parole. La voilà. Merci à vous et merci pour cette invitation. Merci de nous inviter donc à témoigner de ce que nous pouvons constater dans le cadre de nos campagnes, dans le cadre notamment de notre action de surveillance citoyenne des installations nucléaires. Nous allons effectuer une intervention à deux voix. Donc je vais commencer. Monsieur Château va compléter, notamment sur certains cas spécifiques liés à certaines installations et certaines problématiques. Nous avons fait le choix, au vu du peu de temps disponible, de nous focaliser sur la sûreté et encore juste sur certains aspects, sur les installations nucléaires civiles, alors qu'il y aurait aussi énormément de choses à dire sur les installations nucléaires militaires. Nous avons fait le choix également d'écarter la question des risques externes dans cette présentation, mais nous pourrons en reparler lors des questions. Notre intervention se découpera en 4 parties. Donc une première liée aux risques, liés aux équipements nucléaires eux-mêmes. Une deuxième, des risques découlant de facteurs économiques et organisationnels et humains. Une troisième, plus destinée à interroger les manques, les failles du système de contrôle de la sûreté. Et enfin, un focus sur différentes installations et situations qui nous préoccupent. Pour commencer, donc sur la question des problèmes de sûreté liés à la fragilité des équipements, je vais me focaliser sur un point, la question du vieillissement et de l'obsolescence des installations nucléaires, qui est un sujet qui va tous nous préoccuper, dans la mesure où 46 réacteurs ont déjà dépassé les 30 ans de fonctionnement, où les installations de la filière du combustible vieillissent elles aussi, ce dans un contexte où EDF envisage de prolonger leur fonctionnement jusqu'à 50, voire 60 ans. Donc, j'attire votre attention sur certains points, sur ces installations qui subissent le vieillissement, la présence d'équipements remplaçables, mais dont les pièces de rechange ne sont plus disponibles. On a fréquemment des affaires par rapport à ça, notamment par rapport au diesel de secours, je pourrais y revenir. Le cas, bien évidemment, d'équipements non remplaçables et non réparables. En premier lieu, les cuves des réacteurs qui ont été conçus pour fonctionner 30 ans à pleine puissance environ et qui voient leur fragilité s'accroître avec le temps. C'est une usure qui peut par ailleurs être accélérée par les variations de puissance, par le fonctionnement en suivi de charge. Et par ailleurs, selon les travaux de certains chercheurs, il apparaît que l'action de l'hydrogène contenu dans l'eau du circuit primaire serait susceptible de former des fissures. Donc il faudrait aussi porter attention à ce point-là. Parmi les équipements non remplaçables et non réparables qui nous inquiètent, il y a également le problème des enceintes de confinement. Sachant que les problèmes originels de mauvaise qualité du béton sont accrus avec le vieillissement, j'y reviendrai. Vous trouverez notamment des informations là-dessus dans quelques ouvrages que nous avons amenés, notamment celui-ci, qui a été rédigé par une source interne à EDF et qui mentionne certains problèmes spécifiques liés à certaines enceintes de confinement. Donc cette question du vieillissement est très préoccupante pour nous. Elle est aggravée par des défauts de conception potentiels, parfois des défauts génériques. Vous avez tous entendu parler du scandale du Creusot, de pièces qui ne présentaient pas les caractéristiques de sûreté qu'elles étaient initialement censées présenter, ce qui est grave car dans le nucléaire, certaines pièces sont censées présenter une qualité impeccable.
Par ailleurs, il y a ce qu'on apprend, et ce qu'on apprend uniquement par des sources internes, par des documents qui nous parviennent, par des écrits justement de personnes donc, qui ont travaillé au sein de EDF. Je citais donc cet ouvrage-là, je peux également citer celui-là qui vient de paraître, où la même source interne mentionne des défauts existants dès la conception sur les cuves de 10 réacteurs, ainsi que des problèmes de mauvaise qualité des bétons existants dès la conception. Nous pourrons y revenir également. Pour continuer cet exposé, au-delà des questions, on va dire, techniques et liées aux équipements, il est nécessaire de mettre l'accent sur les questions économiques, les facteurs organisationnels et économiques qui sont susceptibles d'accroître les risques. Et on observe une accumulation donc, de facteurs financiers, humains et organisationnels, à savoir les difficultés financières d'EDF, finalement, qui, on a pu le constater, des travailleurs du nucléaire en témoignent, ont mené une course à la rentabilité à court terme qui se traduit par des choix désastreux pour la sûreté, à savoir un recours accru à la sous-traitance pour la maintenance, avec jusqu'à 7-8 niveaux de sous-traitance, ce qui veut dire une perte de connaissances et de savoir-faire, accrue par la pyramide des âges d'EDF par ailleurs, le problème du contrôle de la maintenance, une réduction assez importante des temps d'intervention lors des opérations de maintenance, ce qui veut dire plus de contrôle systématique, des contrôles par sondage là où il faudrait des contrôles vraiment beaucoup plus approfondis, et une dégradation des conditions de travail donc des salariés concernés, et en particulier des prestataires, notamment les sous-traitants nomades, qui sont placés dans l'impossibilité d'effectuer leur mission correctement. Et franchement, c'est quelque chose sur lequel il faut insister, le rôle du facteur humain et le rôle, les risques pour la sûreté liés à une dégradation de ces conditions de travail. Il nous est donné, dans le cadre de surveillance citoyenne des informations, de constater des problèmes dans l'organisation du travail, des travailleurs permutés d'un chantier à l'autre sans avoir les formations nécessaires, une organisation du travail qui ne permet pas une bonne circulation de l'information, des systèmes de contrôle internes souvent inefficaces, avec des procédures parfois hors sol et une absence de vérification concrète des travaux effectués, qui aboutissent à de nombreux dysfonctionnements, notamment sur la centrale nucléaire de Belleville, placée récemment en surveillance renforcée, où on constate que le système de gestion des informations ne permet pas d'avoir un aperçu en temps réel des dysfonctionnements, de l'état des travaux, de l'état des problèmes, et où on s'aperçoit que des demandes de travaux ne se concrétisent pas, sont requalifiées sans aucune justification. Et donc, la conséquence, c'est une maintenance qui est insuffisante ou mal effectuée, un manque de rigueur dans la mise en œuvre des prescriptions. Et dans ces conditions-là, nous sommes particulièrement inquiets au vu du programme dit de grand carénage, donc qui consiste à effectuer différents travaux à la fois pour la prolongation de la durée de fonctionnement des installations, la mise aux normes et certaines opérations de maintenance lourdes, avec des travaux lourds, parfois inédits, menés simultanément sur différents sites, en l'absence de personnel formé, en tout cas de suffisamment de personnel formé pour cela. Ça s'est déjà traduit par la chute d'un générateur de vapeur de 460 tonnes, la centrale nucléaire de Paluel. Donc on peut s'interroger sur ces travaux censés renforcer la sûreté qui peuvent aboutir à la dégrader encore plus. Enfin, j'aborderai également la question du système de contrôle de la sûreté et de différents points de défaillance. Tout d'abord, la question du référentiel de sûreté en tant que tel. Remarque liminaire, ce qu'on appelle la sûreté va de pair, même une installation dite sûre va de pair avec des rejets polluants dans l'environnement, chimiques et radioactifs, avec l'irradiation de travailleurs, et ce même lorsque toutes les conditions sont respectées. Donc il est important de se dire ce que recouvre le mot sûreté. À souligner également le fait que l'ASN a le monopole de la sûreté nucléaire en France, et pourtant le référentiel de sûreté appliqué en France peut être questionné, notamment au regard des pratiques dans d'autres pays, où s'appliquent des règles parfois beaucoup plus strictes, notamment en Allemagne, où certains systèmes sont triplement redondants, et où une centrale comme celle de Fessenheim, si elle était située de l'autre côté du Rhin, serait déjà fermée depuis longtemps. Un autre problème est celui de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté des industriels et exploitants.
qui montre les limites du système d'autocontrôle. L'exploitant est considéré comme le premier responsable de la sûreté, avec le principe déclaratif qui fait qu'on suppose que, de bonne foi, il va déclarer à l'autorité de sûreté lorsqu'il y a des problèmes. Ce que nous constatons, nous, c'est une absence récurrente de transparence vis-à-vis du public, des malfaçons non déclarées, comme l'a montré l'exemple du Creusot, des incidents souvent minimisés, une communication euphémisante, comme à Fessenheim, où on a vu un défaut d'étanchéité cacher une fuite de 100 mètres cubes d'eau. Une fuite de vapeur à Dampierre, par exemple, déclarée non radioactive sans en carnogé pour l'environnement, alors même que ce postulat peut tout à fait être questionné. Donc, il y a des problèmes par rapport à ça. Elle se pose également la question des limites de l'indépendance et des moyens de l'ASN. Qualifiée de gendarme du nucléaire, n'est-elle pas plutôt une espèce d'accompagnatrice qui manque parfois d'intransigeance? On peut se le demander. Il y a la question des moyens humains et des pouvoirs de sanction dont dispose l'ASN, qui de son propre dit sont insuffisants et ne suffisent pas à lutter contre les fraudes. Nous nous interrogeons également sur des décisions qui traduisent une certaine perméabilité aux pressions des industriels, comme ce qui s'est passé dans l'affaire du Creusot, où l'ASN était au courant depuis 2005-2006. N'a-t-elle pas pu intervenir? N'a-t-elle pas voulu intervenir? La question est ouverte. Nous y reviendrons aussi concernant la cuve de l'EPR, où finalement la décision n'était-elle pas dictée par des impératifs économiques plutôt que par le souci de la sûreté. À noter également, ce que nous relevons, c'est que l'ASN se laisse imposer le tempo des industriels, ce qui a pour conséquence une prolongation des vieux réacteurs par le fait accompli. Je m'explique. Pour produire l'avis nécessaire sur donc, la prolongation des réacteurs au-delà de 40 ans, l'autorité de sûreté nucléaire est censée recevoir des informations de la part d'EDF. Or, ces informations tardent à arriver, ce qui a pour effet que cet avis censé à l'origine être publié en 2019 ne sera finalement opposable qu'en 2021, alors même que le grand carénage est engagé, alors même que certaines visites décennales, donc de 4e visite décennale, ont déjà été engagées. On peut se poser des questions sur le référentiel de sûreté qui sera appliqué et sur la capacité de l'ASN d'obtenir ces informations d'EDF. Pour finir, nous allons nous focaliser sur quelques cas qui attirent particulièrement notre attention. Je vais évoquer brièvement, il y aurait lieu d'y passer beaucoup plus de temps, le problème de CIGEO, avant de laisser la parole à Martial Château pour d'autres sujets. Donc, ce qui nous préoccupe par rapport à CIGEO, il y a bien sûr tout ce qui a été mis en exergue par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, par l'autorité de sûreté nucléaire, à savoir une installation qui semble sur les rails alors même qu'elle présente des défauts intrinsèques, à savoir, si on reprend les principaux, un risque d'incendie souterrain non maîtrisable, une architecture qui est de nature telle qu'elle ne permet pas de limiter les rejets en surface, des moyens et des modalités de surveillance qui pour l'instant posent problème, et également le fait que l'on bute sur la capacité réelle, en cas d'accident, à récupérer des déchets, à poursuivre le stockage, ou même à intervenir, ce qui remet en question la fameuse réversibilité promise par la loi. J'ajoute brièvement à propos de CIGEO que la démonstration, le dossier d'option de sûreté est conçu comme si toutes les ressources étaient disponibles pour mener à bien la construction de cette installation, alors même que le coût de cette installation était fixé de manière arbitraire par Madame Royal à 25 milliards d'euros, alors même que l'ANDRA elle-même le chiffrait à 34,5 milliards, un chiffre lui-même que l'autorité de sûreté nucléaire estimait lui-même sous-estimé. Donc se pose la question de la sûreté d'une installation pour laquelle les provisions ne seront pas disponibles le moment donné, et donc d'une installation qui sera fatalement une installation low cost, à moins de demander aux citoyens de remettre la main à la poche. Donc, ceci étant dit sur CIGEO, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais je vous inviterai vraiment à auditionner des acteurs qui travaillent spécifiquement sur cette question. Je laisse la parole à Martial Château.
Oui, moi je veux intervenir sur la Hague, le retraitement à la Hague. Pourquoi? Parce que il y a d'abord une usure prématurée apparemment d'une partie des installations. Les évaporateurs, l'acier de ces évaporateurs, l'épaisseur de l'acier diminue de façon drastique et je pense que ça pose un véritable problème de sécurité, ces évaporateurs, à la fin du processus de séparation des différents composants des combustibles usagés, renferme toute la radioactivité, donc une fuite sur ces évaporateurs serait catastrophique. C'est le premier point, une usure prématurée. Deuxième point, c'est que les piscines, il y a 4 piscines qui renferment quand même l'équivalent d'une centaine de cœurs de réacteurs usagés, c'est-à-dire, je ne sais plus de 1000 tonnes de combustible usagé. Ces piscines ne sont pas bunkérisées comme il le faudrait. C'est connu une protection assez légère et donc ça présente un danger monstrueux. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le stock de plutonium qu'il peut y avoir à La Hague. 63 tonnes aux dernières nouvelles. Ce plutonium, on l'utilise aujourd'hui pour faire du MOX, c'est-à-dire un combustible à base d'uranium 238 et de plutonium qui est utilisé dans les réacteurs 900 MW. Ceux qui sont les plus anciens, ceux qui devraient fermer en premier. L'utilisation de ce plutonium risque de ne plus avoir lieu à très brève échéance. D'autre part, les accords internationaux que la France s'est engagée sur lesquels la France s'est engagée font que normalement le stock de plutonium ne devrait plus augmenter du fait des risques de prolifération. Oui, j'ai oublié de préciser, 63 tonnes de plutonium, ça peut permettre de fabriquer 15 000 bombes à peu près type Nagasaki. Bon, rien que cela. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de pays ont abandonné le retraitement et l'idée de retraitement. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la plupart des pays européens en dehors de la Grande-Bretagne et la France. Des pays comme le Japon ne l'ont pas fait, même s'ils ont fait retraiter en France pendant des années, et qu'on conserve toujours d'ailleurs un peu leur stock de plutonium. La Chine ne l'a pas fait, même s'il y a une promesse de vente d'un... c'est assez scandaleux d'ailleurs d'exporter une telle technologie. Le retraitement, c'est aussi la concentration de la radioactivité dans un très faible volume, ce qui fait que c'est encore plus dur à gérer, parce que quand on a les combustibles vitrifiés d'actinide mineur, le temps létal... c'est que je crois 1 heure à proximité d'un tel combustible. Quand ce sont des combustibles usagés, les risques sont toujours là, mais moins importants, moins dans les délais d'éventuels contacts. Donc le retraitement, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait l'arrêter, d'une part aussi parce que je crois que c'est un processus qui coûte extrêmement cher, et aussi parce que c'est ce qui fait qu'en France, il y a énormément de transports. Les transports des combustibles usagés des centrales vers La Hague, et ensuite les transports de plutonium de La Hague vers Marcoule, où on fabrique le MOX. Donc c'est ce qui est très inquiétant. Je pense que vous avez tous vu le reportage avec... comment dire, des camions de plutonium qui circulent avec juste 2 voitures de protection, c'est quand même pas très sécurisé tout cela. D'autre part, le fait qu'on veuille lancer un réacteur nucléaire qui s'appelle l'EPR à proximité, avec une cuve, comme Charlotte l'a dit juste avant, qui présente des défauts de fabrication au niveau des aciers, un côté... sûreté qui est inquiétant. À proximité de La Hague, c'est un mélange particulièrement dangereux et explosif. S'il y a un incident à La Hague, comment fera-t-on pour gérer la centrale qui est juste à côté de Flamanville? Et réciproquement, s'il y a un incident grave qui contamine l'environnement à Flamanville, comment fera-t-on pour continuer à contrôler le centre de La Hague? Parce que même si on arrête le retraitement, il faudra continuer à contrôler ce centre.
Le plutonium, les 63 tonnes de plutonium, si on arrête de les utiliser, il faudra les mettre en sûreté. Et les mettre en sûreté, ça voudra dire peut-être, moi je pense certainement, construire un atelier pour les remélanger avec des coordinates de façon à faire en sorte que la masse critique ne puisse pas être atteinte accidentellement. La masse critique, c'est 7 kilos. Voilà. Donc, imaginez qu'avec 63 tonnes, combien de fois on a la masse critique. Donc là, on est dans une situation quand même extrêmement dangereuse à La Hague. Il est urgent de sécuriser tout cela de façon pérenne. Voilà. Bien, merci pour ces propos introductifs. Madame la rapporteure, je vous cède la parole. Oui, merci. Bonjour. Tout d'abord, pour mettre les choses assez au clair, vous nous dites que vous avez des informations, donc là, certaines que vous nous donnez qui sont des informations publiques, qui sont connues de tous. Après, vous nous parlez d'autres informations que vous avez eues qui viennent de personnes qui ont travaillé au sein d'EDF. Ce sont des personnes identifiées, ce sont des personnes... parce que vous comprenez que pour qu'on puisse accréditer ce qui nous est donné, évidemment, nous, on doit s'appuyer sur des faits et pas sur des choses qui pourraient être des rumeurs, par exemple, ou des vengeances, etc. Ce livre, on l'a publié donc au mois de mars de l'an dernier. Comment dire, on s'attendait plus ou moins à ce qu'il y ait une contestation du contenu. Malheureusement, je dirais qu'on n'a pas eu de contestation du contenu parce qu'on aurait pu faire la promotion de ce livre en ce moment. Ça a été le silence radio. Donc toutes les informations qui sont données par ce cadre d'EDF qui a publié ça sous un faux nom, enfin, c'est anonyme, parce qu'il ne voulait pas s'exposer personnellement. Je pense que s'il y avait vraiment eu des choses fausses dedans, je pense qu'il y aurait eu une expression pour les contester. Je pense que c'est la même chose avec le livre de M. Gadot qui est sorti la semaine dernière. EDF a dit qu'ils allaient porter plainte parce qu'il y avait des choses qui, quand ils allaient voir le contenu, j'ai l'impression que ça va faire pchit encore une fois. Pour compléter donc, ce que dit M. Château, effectivement, donc l'ouvrage dont nous parlons a été donc rédigé par une source interne à EDF dont nous ne connaissons que le pseudonyme, avec lequel nous avons été en contact, mais sans savoir de qui il s'agit, quelle était précisément sa fonction. Les informations auxquelles nous avons accès, tout ce que nous savons, c'est qu'elles reposent sur des documents internes à EDF qui sont authentiques. Voilà. Et qui sont en ligne. Cette source interne à EDF est intervenue également donc, aux côtés de Thierry Gadot pour fournir certaines informations pour donc la rédaction de cet ouvrage nucléaire danger média. J'ajoute également qu'il nous est arrivé par le passé de recevoir assez fréquemment des documents internes à EDF sur différents sujets, notamment sur le cas de l'EPR, où nous avons reçu notamment en 2010 des informations comme quoi l'EPR présentait un système de pilotage qui était susceptible de mener à un accident. Voilà, donc ce sont des choses qui existent et ce sont des choses qui traduisent aussi, je pense, l'impossibilité de certaines personnes au sein même de leur entreprise à faire entendre donc, un cri d'alerte sur la sûreté. Merci. Sur un point qui est un point dont je pressens qu'il va beaucoup nous occuper, sur la question de l'ASN et des moyens qu'a l'ASN, donc dans tous les sens du terme, de pouvoir exercer un contrôle et de pouvoir après imposer un certain nombre de décisions et un suivi après de ces décisions. Bien entendu, le constat que vous faisiez, quels sont pour vous les mesures que nous pourrions prendre pour justement améliorer de manière conséquente le contrôle de la sûreté des installations? Quand on prend le cas de l'EPR, de la cuve de l'EPR, je crois qu'il y a des enjeux tellement importants que la pression sur les inspecteurs de l'ASN et la direction de l'ASN sont très fortes. La Commission européenne, par exemple, par rapport à l'EPR, avait conditionné le refinancement à la fois d'Areva et d'EDF à la validation de la cuve. C'est-à-dire que, quelque part, on demandait aux inspecteurs de l'ASN et à la direction de l'ASN
de décréter la mort du nucléaire en France, ce qui quelque part est aussi la fin de leur fonction en tant qu'inspecteur, ou pas. Donc là, je crois qu'il y avait un enjeu tellement fort que la solution qu'ils ont adoptée de dire que finalement la cuve n'est pas bonne, mais néanmoins, en rognant sur les marges de sûreté, on pouvait démarrer l'EPR, quelque part, il y a un malaise énorme. C'est-à-dire que comment peut-on à la fois déclarer qu'un outil industriel n'est pas bon, avec tous les problèmes que ça pose au niveau de sûreté, et en même temps dire qu'on peut le démarrer, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc ça montre bien que l'ASN manque de moyens de décision, ne peut pas aller jusqu'au bout des décisions qu'elle devrait prendre pour la sûreté. Si je peux compléter également, il y a une question de moyens et de pouvoir, plus de moyens humains, plus de pouvoir de sanctions. On a eu une affaire en justice récemment par rapport à une installation, donc c'était du nucléaire médical cette fois-ci, mais où l'ASN a dû faire consigner des sommes énormes à une usine pour qu'elle consente enfin à se mettre aux normes de sûreté. Elle a dû répéter ces mises en demeure. Ça montre aussi qu'il y a un problème donc, de moyens et de pouvoir de sanctions. Donc il y a cette question-là. Mais au-delà de ça, il y a aussi une question finalement du rôle de l'ASN, c'est-à-dire que pour nous, il faudrait qu'elle puisse être garante des principes de la sûreté et donc un véritable gendarme du nucléaire, mais pas une accompagnatrice, on va dire. Ce qu'on a l'impression actuellement, c'est que son rôle est plutôt d'accompagner les exploitants pour faire en sorte que leur dossier finalement soit accepté. Ce qui peut mener à fouler aux pieds certains principes de base de la sûreté, comme on l'a vu avec la cuve de l'EPR, où finalement, une cuve qui était censée être impeccable au départ, en vertu du principe d'exclusion, a été acceptée. Et peut-être un moyen concret qui pourrait être intéressant serait de faire intervenir plus d'experts étrangers, parce qu'il ne faut pas oublier que nos centrales menacent également les pays qui sont à la frontière. Voilà, et que notamment les référentiels de sûreté ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, et que ce n'est pas normal que, par exemple, quelqu'un qui habite Freiburg-Breisgau soit menacé par Fessenheim, alors même que les principes en vigueur dans son pays sur la sûreté des centrales sont beaucoup plus stricts, et fait qu'il ne devrait pas être exposé à un tel risque. Merci. Vendredi dernier, donc le tribunal de police de Privas a condamné EDF et le directeur de la centrale de Cruas à des amendes pour mauvaise gestion des déchets radioactifs. C'est une condamnation qui a fait suite à une action en justice que vous avez engagée après la découverte dans une benne à déchets conventionnels d'un sac rempli de combinaisons et de surbottes portés par des personnes travaillant en zone nucléaire et qui auraient dû être confiées à l'ANDRA. Quels enseignements vous tirez de cet incident? Est-ce que, selon vous, c'est fréquent ou pas? Et petite question subsidiaire, pensez-vous la sanction dissuasive? Je rappelle que la sanction EDF a été condamné à 6 000 € d'amende et le directeur de la centrale à 3 000 € avec sursis, me semble-t-il. Effectivement, ce ne sont absolument pas des sanctions dissuasives. Là, vous le dites même, mais on le reconnaît nous-mêmes. Ce sont, je veux dire, on court plus de risques sans doute en volant une mobilette qu'en commettant une infraction en matière nucléaire. Il y a aussi une question de l'ordre des sanctions. Le droit nucléaire est tel qu'il ne permet pas de sanctions lourdes. Et par ailleurs, on a l'impression que l'ASN pourrait, en théorie, elle-même sanctionner, mais elle ne le fait pas. Et souvent, nous, ce que nous faisons, nous déposons plainte sur la base de rapports d'inspection de l'ASN, mais si nous n'avions pas déposé plainte, il n'y aurait pas eu de sanction judiciaire. Et concernant la centrale de Cruas, effectivement, ça traduit quelque chose qui est malheureusement récurrent sur cette centrale, mais aussi dans d'autres sites, à savoir toute une chaîne
de décisions qui ont abouti à ce que finalement des déchets radioactifs se retrouvent avec des déchets conventionnels. Ça veut dire qu'il y a eu un problème d'organisation à la base, ça veut dire qu'il y a eu un problème de circulation de l'information, ça veut dire qu'il y a eu un manque de rigueur, ça veut dire qu'au plus haut niveau de la centrale, peut-être il y avait certaines priorités qui n'étaient pas fixées. Et par ailleurs, ça c'est un problème, mais la centrale de Cruas est affectée aussi par de très nombreux autres problèmes, notamment risque de perte de la source froide, notamment également une fuite dans le centre de confinement dernièrement. Voilà, pour compléter, si tu veux. Je vais appuyer. Plus largement, au niveau de tous les déchets qui peuvent ne pas avoir été répertoriés, bon, je pense que aujourd'hui, il y a peut-être un meilleur traitement que ce qu'il y a pu y avoir dans les années passées, mais en particulier tous les déchets miniers, il n'y a pas de connaissance exacte de tout ce qui a pu être fait, y compris l'utilisation pour des remblais ou autres. C'est quelque chose, bon, c'est pas une radioactivité extrêmement violente, mais s'il y a des gens qui sont au contact de cette radioactivité de façon permanente, ça peut avoir des conséquences sanitaires extrêmement graves. Donc il serait important qu'il y ait un gros effort fait. Je crois qu'il y avait à peu près en France 200 sites miniers. Donc répertorier tous les résidus qu'il peut y avoir, c'est important. Bien, mes chers collègues, si vous voulez prendre la parole, j'ai une demande d'Anthony Sellier. Ensuite, je vous invite à vous faire connaître. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais vous dire, moi je suis un peu mal à l'aise en fait. Je suis un peu mal à l'aise parce que le livre que vous nous présentez, La farce cachée du nucléaire, vous nous dites qu'il y a une personne qui a un pseudo, qui s'appelle Nozomi Chihiro, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas identifié. On est dans une commission d'enquête où, par définition, une enquête, il nous faut un peu de la matière, un peu de preuves, un peu de quelque chose de palpable, tangible, visible, identifiable. Et c'est pour ça que je suis mal à l'aise, finalement. Je me mets un peu à votre place, je me dis, bon, il y a quelque chose, mais on n'a rien, quoi. Et est-ce que vous auriez un peu plus de matière? Je vous tends une perche, hein, mais est-ce que vous auriez un peu plus de contenu? Tous les documents, tout ce qui est dit dans le livre est référencé. Il y a des photocopies, enfin en ligne. Tout est. Vous pouvez retrouver tout sur Internet. Il y a tous les liens qui permettent de retrouver tous les documents. Personne n'a... Deux petites secondes. Je comprends parfaitement le sourcing sur Internet des photos que j'ai là, qui sont un peu anxiogènes en plus. Donc, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un goût d'inachevé là dans cette histoire. Nous, le contact qu'on a avec cette personne, ça se limite à des contacts par mail et en plus par personne interposée. Donc moi, je ne suis pas en mesure de vous en dire plus. Voilà, j'ai juré dire toute la vérité. Je ne peux pas vous en dire plus. Et par ailleurs, voilà, tout ce qu'on sait, c'est que ces documents sont là, qu'ils existent, qu'ils sont authentiques. Donc à partir de là, ce sont des éléments versés au débat. Pour compléter, la plupart des documents qui sont mis en ligne ont été donnés à l'intérieur des différentes clés qu'il peut y avoir auprès des centrales nucléaires. Donc ce qui a été fait là, c'est un peu une compilation de tous ces documents. Donc ces documents sont publics mais localement. Oui, ça tombe bien parce qu'on voit l'encli après, donc on peut connaître. Mais par exemple, je vous rejoins puisque dans l'ouvrage, à mon avis, il fait allusion à une perforation de fond de cuve sur le réacteur numéro 1 de la centrale de Green. Aujourd'hui, perforation qui n'existe plus. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on aura notre travail aussi, c'est vous interroger avec plus de précision sur ces sources, de façon à ce qu'on puisse effectivement avoir une version contradictoire. Peut-être que l'encli nous apporte des éléments, peut-être que l'EF nous apporte d'autres éléments, ou peut-être que voilà, on aura de manière un peu plus formelle pour étayer les propos qui sont tenus. Je pense que c'était ça le sens de ta question. Oui, moi j'aurais même
pousser l'impertinence jusqu'à vous proposer, sous couvert de la validation de monsieur le Président et Madame le rapporteur, d'envoyer un mail à votre contact et de lui dire que sous couvert du huis clos, On va juste donner la parole à monsieur Xavier Battu. Merci. Juste une petite précision, vous avez parlé tout à l'heure de sous-traitants nomades dans la possibilité d'effectuer leur mission. Est-ce que vous pouvez un petit peu approfondir ce sujet-là, qu'on sache de quoi? Alors, je pense que les mieux placés pour vous en parler, ce seraient les sous-traitants eux-mêmes. Je vous invite très vivement à auditionner des membres de l'association Ma Zone Contrôlée Va Mal, par exemple, ou de l'association Santé Sous-Traitance Nucléaire Chimie. Ce que je vous dis, ce sont des choses qui sont publiques, qui sont relatées très fréquemment dans les contacts que nous avons avec différents sous-traitants. Parmi donc, les sous-traitants chargés de la maintenance, vous en avez qui interviennent sur différents sites, qui doivent faire des déplacements très importants, qui doivent effectuer leur mission dans un temps réduit et dans des conditions toujours plus pénibles pour eux. Sachant que la pénibilité de tous ces déplacements, la pénibilité des interventions s'ajoute également à la pénibilité de la dose de radioactivité reçue. Là-dessus, franchement, je vous invite à vous intéresser à ce que disent ces sous-traitants eux-mêmes. Voilà. Le site Ma Zone Contrôlée Va Mal est vraiment une compilation notamment de témoignages de ces sous-traitants. Alors, la parole à Bérangère Abba. Oui, vous avez abordé la question des risques pour les zones frontalières notamment, et le fait qu'un incident n'épargnerait pas, effectivement, ne s'arrêterait pas aux frontières administratives. Est-ce que les traités qui existent, enfin les accords qui existent et le travail qui se fait au niveau international avec d'autres pays vous paraît satisfaisant, et comment vous l'observez ? Satisfaisant, non. Disons, nous savons qu'il existe, par exemple, une commission franco-allemande sur la sûreté nucléaire. Elle existe. Moi, après, ces travaux sont assez peu connus. Dans tous les cas, ce qui est évident, c'est que cette collaboration, les échecs sont illustrés par les difficultés qu'ont pu avoir les demandes effectuées par différentes personnalités élues du Luxembourg ou d'Allemagne à obtenir des informations en France sur l'état de certaines installations, sur même quand serait fermé Fessenheim. Je ne compte plus les demandes de la ministre allemande de l'Environnement, la précédente mandature en tout cas, adressée à Ségolène Royal pour avoir une date quant à la fermeture. Donc, nous avons l'impression qu'il y a un vrai sujet pour les pays frontaliers qui retrouvent sous une menace qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas, qui leur est imposée, et on va dire une espèce de désinvolture de la part des autorités françaises qui, non contentes d'imposer cela aux citoyens français, l'imposent aussi à toute l'Europe, de fait. Il y a la même chose avec la ville de Genève et la centrale de Bugey. Il y a des demandes d'information, des demandes d'arrêt. Surtout, il y avait le réacteur avec une enceinte fuyarde. Donc, il y a, je crois d'ailleurs, une action en justice menée par la ville de Genève pour demander l'arrêt de Bugey. Oui, le canton, oui. Perrine Goulet. Bonjour, une petite question sur l'ASN. Vous avez dit dans votre propos qu'il y avait une perméabilité entre l'ASN et les exploitants. J'aimerais savoir sur quel fait vous appuyez. Et est-ce à dire qu'il y a donc une collusion entre les exploitants et l'ASN? Et mon autre question concerne, vous avez dit tout à l'heure que les sous-traitants recevaient de grosses doses. Pourtant, ils sont suivis par l'IRSN et il ne me semble pas que l'IRSN ait déclaré une surdose des travailleurs dans les centrales. Merci. Concernant une collusion de l'ASN,
tel n'était pas mon propos. Tout ce que nous avons, ce sont des interrogations quand nous regardons les décisions de l'ASN, quand nous regardons les potentielles pressions économiques, notamment dans le cas de la cuve, quand nous regardons la décision à laquelle on aboutit, qu'on passe d'une ASN au départ furieuse de voir ce qui se passe au Creusot, furieuse de découvrir d'importantes malfaçons, de voir une cuve qui n'a pas les qualités qu'elle était censée avoir à l'origine, alors même que le principe d'exclusion fait que une cuve, ça doit présenter une qualité impeccable, parce qu'elle n'est surtout pas censée rompre. Et au final, une décision qui dit « oui, ça passe quand même, il faudra juste changer le couvercle ». On est légitimement en droit de s'interroger. On est légitimement en droit de s'interroger. Ce qu'on peut supposer dans tous les cas, c'est que EDF n'avait pas intérêt à une décision qui ne donne pas de feu vert à la cuve de l'autorité de sûreté nucléaire, à la cuve donc de l'EPR, et que dans tous les cas, il a pu y avoir une pression, ou que soit pression, soit en tout cas que l'ASN ne se soit pas sentie et se soit sentie dans un rôle plus d'accompagnatrice que de gendarme. Mais là-dessus, je ne suis pas dans la tête des représentants de l'ASN. Je ne peux pas parler à leur place. Concernant le suivi des sous-traitants, c'est quelque chose qui a été documenté. Je vous renvoie aux travaux d'Annie Tebomoni, donc, qui est une sociologue à l'INSERM, qui a énormément travaillé sur la question des sous-traitants de l'industrie nucléaire et qui, notamment, soutient que l'industrie nucléaire organise le non-suivi médical des travailleurs les plus exposés, par le fait même que d'avoir sous-traité la maintenance, d'avoir sous-traité les activités les plus dangereuses. Et concernant par ailleurs l'IRSN, je vous invite également, alors ça nécessiterait bien sûr complément, la lecture donc de cet ouvrage où à la fin quelques mots sont évoqués concernant les laboratoires qui suivent notamment les travailleurs et des interrogations qui sont posées quant à la manière dont ils fonctionnent. Monsieur Claude Deganet. Oui, c'est moi qui m'interroge. Vous interrogez beaucoup, vous supposez. Moi, je m'interroge. Cette filière que certains disent d'excellence, est-ce que vous voyez les qualités tous les acteurs sont finalement assez responsables, incompétents je ne sais pas, je me pose des questions. Et ensuite, vous avez évoqué les contrôles avec nos voisins. Il existe des AIEA, l'AIEA, l'Agence internationale, qui vient contrôler avec des experts étrangers l'ensemble de nos structures. Ils rendent leurs travaux publics. Donc, il y a quand même un travail fait en commun avec des partenaires étrangers. Voilà, donc je m'interroge sur vos sources également, parce que bon, vous avez surtout des sources militantes, ce que je ne vous reproche pas, c'est logique, mais vous donnez des noms, mais bon, à quel titre sont-ils des experts je ne sais pas. Comment définir un expert à ce moment-là? Je crois que, vous avez raison de vous interroger. Hein. Je crois que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le nucléaire civil a pour origine le nucléaire militaire. Nous sommes ici pour renforcer la sécurité et la sûreté pour nos concitoyens. Voilà, donc proposition, voilà, c'est ça que je... Oui, donc le nucléaire s'est toujours reconstruit, s'est développé sur la base du silence, souvent du mensonge, direct par omission. Je prendrai l'exemple le plus simple, c'est que au début, on nous a dit les déchets, bon, pas de problème, on va trouver. On va trouver, ça fait 70 ans qu'on nous dit on va trouver une solution. Et on n'en a toujours pas.
Et les tonnages de déchets augmentent et on ne sait pas quoi en faire. Donc là, il y a vraiment un énorme problème. Donc est-ce qu'on doit continuer comme ça ou est-ce qu'on va se poser la question d'arrêter? La même chose au niveau financier. On nous a dit que le nucléaire, ça nous permettait d'avoir de l'électricité, bon marché, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas intégré tout dans le coût du kilowattheure. On a peut-être oublié, par exemple, la gestion des déchets, etc. Donc là, on est devant une situation qu'il faut regarder en face. Et toutes les alertes qu'on peut donner, je crois qu'il faut les prendre au sérieux. C'est pas du tout du chantage. C'est simplement que là, on est arrivé au bout du bout. Je pense face à un mur et il faut y répondre. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? À ceci près que, monsieur, je vous arrête parce que notre commission n'est pas là pour trancher sur pour ou contre le nucléaire. Je me dois de vous le rappeler. Nous sommes là pour réfléchir sur des questions de sûreté et de sécurité nucléaire. Voilà. La parole à Mathilde Panot. Merci, Monsieur le Président. Oui, juste une remarque en préalable. Effectivement, notre commission n'est pas là pour trancher pour ou contre la sortie du nucléaire. Je suis moi-même favorable à la sortie du nucléaire, mais je pense que ça intéresse absolument tout le monde que les installations nucléaires soient en situation de sûreté et de sécurité. Donc je pense qu'il est bon aussi de ne pas mettre en cause des intervenants parce qu'ils sont favorables à la sortie du nucléaire. Je pense qu'on peut avoir un débat un petit peu plus serein sur cette question et un peu moins agressif parce que des positions sont prises, puisque de l'autre côté, des experts qu'on pourrait avoir qui sont pro-nucléaire seraient moins remis en cause. Donc juste une remarque en préalable. Deuxième remarque, et après j'arrive aux questions très vite. Sur les sous-traitants, effectivement, excusez-moi de reparler des sous-traitants que j'ai vus hier, mais ça va dans le même sens. Ces sous-traitants qui travaillaient sur le même lieu de travail que les personnes exploitantes de Framatome, qui avaient donc un statut protégé, avaient, elles, une visite médicale tous les 2 ans seulement, alors que les autres, c'était tous les 6 mois, et pas de contrôle de lait d'urine, et pas de suivi après leur contrat. Donc ça veut dire que, en termes, si ces personnes sont contaminées, quand leurs collègues sont dépistés positifs à la contamination, eux-mêmes ne le savent pas. Bon, ça, c'était 2 remarques préalables. Question, vous avez déjà commencé un peu à y répondre, mais quel lien vous faites, et à votre avis, est-ce que c'est intéressant que notre commission se penche aussi sur les installations nucléaires militaires? Première question. Et la deuxième chose, c'est que nous demandons une transparence de la gestion des déchets nucléaires depuis le lancement du nucléaire civil dans le pays. Est-ce qu'il est possible de faire un état des lieux précis? Est-ce que vous avez travaillé dessus? Et voilà, 2 questions. Sur le nucléaire militaire, je pense qu'il serait bon que la Commission invite des associations qui militent contre le nucléaire militaire, contre la bombe. C'est quelque chose qui est important quand on sait par exemple qu'à l'île Longue, il y a des salariés aujourd'hui qui sont encore reconnus comme ayant été contaminés. La sûreté des travailleurs du nucléaire militaire a été nulle, je dis bien nulle, dans la mesure où on a appris par exemple que même pendant la route, les gens restaient à côté de l'ogive nucléaire et qu'ils ont été contaminés. Ça montre, comment dire, un laisser-aller ou je dirais même... On a exposé des travailleurs quasiment volontairement. On ne les a pas prévenus des risques, tout ça pour faire croire que le nucléaire c'était propre quelque part. Enfin, je ne sais pas. C'est assez incompréhensible. Merci. Alors, chers collègues, il ne s'agissait pas de mettre en doute les associations qu'on questionne, mais vous comprendrez bien pour le sérieux de notre commission, il faut quand même qu'on puisse l'étayer également sur des éléments de preuve ou d'expertise. Et je pense que la question qui était posée allait dans ce sens-là. Voilà, on posera les mêmes à la Sven, aux autres, etc. Et je pense que vous en serez le garant pour vous en assurer. Je vais faire une série de questions parce que le temps passe. Donc Émilie Cariou, Hervé Solignac et Bérangère Rabat. Donc la parole est à Émilie Cariou. Merci beaucoup. Alors, j'avais juste une petite question sur le futur centre d'enfouissement de Bure, le projet CIGEO. Vous avez fait état
d'inquiétudes que j'ai du mal à comprendre, puisque en fait vos inquiétudes proviennent du rapport de l'IRSN qui a été rendu public, de l'avis de l'ASN qui a été rendu public. Donc je comprends pas bien. Là, on n'est pas dans un... L'IRSN et l'ASN, quand ils font ça, ils font leur travail qui est de tester la solution. On est encore en phase d'étude. Aujourd'hui, on a juste un laboratoire d'études. Donc là, ils ont fait état effectivement du danger d'incendie dû aux déchets bitumineux. Donc là, pour moi, on est bien dans une démarche de transparence et d'information du public, de l'IRSN, de l'ASN, et qui sont pleinement dans leur rôle. Et on n'est pas encore, la demande d'autorisation n'est même pas déposée, on n'est pas encore dans un projet qui est bouclé. Enfin, je veux dire, ce territoire aujourd'hui, que je connais bien, il ne comporte qu'un laboratoire d'études à ce stade. On va répondre en fait une série. Hervé Solignac. Merci. On sent comme un petit flottement dans notre échange en commission. Je crois que notre responsabilité d'élu, c'est pas seulement de pointer des problèmes et des risques. Nous avons à les connaître, nous avons à les évaluer, nous avons à faire ce travail d'état des lieux et de diagnostic, mais nous avons surtout à faire un travail qui doit nous conduire à un certain nombre de préconisations et à envisager les évolutions possibles, pour ne pas dire souhaitables. Et ce qui, moi, me laisse peut-être un peu sur ma faim dans l'échange que nous venons d'avoir, c'est que nous sommes beaucoup sur un constat, et je ne remets pas en cause votre expertise et votre capacité à produire un constat de bon niveau, mais pas assez sur la suite. Alors moi, j'ai, par exemple, deux questions. Vous avez évoqué le système de gestion des informations qui ne permet pas d'avoir connaissance en temps réel des problèmes qui se posent. Ça ne me paraît pas très très compliqué techniquement d'essayer de réfléchir à la façon dont on peut remédier à cette question de la gestion des informations. Est-ce que vous avez une idée sur ce sujet-là? Deuxième sujet, même si Madame la rapporteure l'a évoqué, vous avez dit l'ASN manque d'intransigeance. D'après vous, est-ce qu'elle a les moyens de cette intransigeance, l'ASN, et quelles seraient les évolutions possibles de l'autorité dans ses missions, dans ses prérogatives, pour que peut-être elle puisse mettre en œuvre cette intransigeance? Et si je peux me permettre, je rajoute à cette question-là, comme ça a été évoqué lors des auditions de ce matin, est-ce que vous pensez que l'ASN devrait aussi se charger des questions de sécurité, au-delà des questions de sûreté? Voilà, et Bérangère Rabat pour finir cette série. Oui, pour compléter le propos de Madame Cariou, puisque moi-même très concernée aussi par la question de la proximité de Bure, sur la question plus large de la gestion des déchets, effectivement, quid de vos préconisations, puisque quelle que soit la trajectoire en termes de sortie du nucléaire, les déchets existent, il faut les gérer. Donc, quelles sont les solutions que vous préconisez? Stockage sur site, concentration, subsurface, profondeur? Voilà, sur cette série, vous avez la parole. Alors, une première remarque liminaire au risque de vous décevoir. Le réseau sortir du nucléaire, comme son nom l'indique, c'est le réseau sortir du nucléaire et pas le réseau co-gérer le nucléaire. Donc, nous, on peut faire certaines préconisations, mais vous comprenez bien que nous, notre objectif, ce n'est pas tant que des centrales soient gérées correctement que qu'elles soient arrêtées, parce que quand bien même elles seraient gérées correctement, on n'éliminerait pas le problème de la pollution des mines d'uranium et on n'éliminerait pas le problème de la production des déchets. Voilà. Oui, mais au moins on arrêterait de polluer le Niger de polluer les nappes phréatiques fossiles du Niger avec les mines d'uranium. Donc, ceci dit, je comprends tout à fait votre question. Pour y répondre, donc, par rapport à la question de Madame Cariou sur CIGEO, je ne conteste pas le sérieux des travaux de l'ASN et de l'IRSN qui effectivement font leur travail, un travail très détaillé de mise en exergue donc de tous les dysfonctionnements. Ce que nous contestons cependant, c'est le décalage entre une communication qui est souvent très lisse et le sérieux des problèmes qui sont mis en exergue par ces mêmes organismes. Et par ailleurs, le décalage entre des problèmes qui sont lourds, qui sont inhérents à ces installations, et le discours politique qui considère que CIGEO est sur les rails, qu'il faut le faire, que de toute façon on n'a pas le choix. Nous, notre position par rapport à ça,
c'est effectivement de dire, nous, notre rôle n'est pas de co-gérer des déchets dont nous n'avons pas souhaité la production. Et nous ne sommes pas là pour dire voici comment il faudrait faire. Ceci dit, ce que nous souhaitons dire, c'est que là, on est en train de se précipiter comme s'il n'y avait pas d'alternative dans une option de gestion, comme s'il n'y avait rien d'autre à côté. Or, l'urgence, elle n'est pas à construire CIGEO. L'urgence, elle est d'abord à arrêter de produire ces déchets ingérables et elle est à, une fois posée une décision d'arrêt de production de ces déchets, réunir les conditions d'un débat serein auxquels pourront contribuer des experts de tous bords, auxquels pourront contribuer des associations comme la nôtre peut-être, pour voir quelle pourrait être l'option la moins pire en termes de gestion de ces déchets. Je ne dis pas la meilleure parce que ce ne sera pas possible d'en trouver de bonnes, malheureusement. Mais en l'état actuel, les conditions ne sont pas réunies pour obtenir ce débat serein, dans la mesure où des informations sont cachées. Je parlais notamment des informations sur les coûts de CIGEO, que nous n'avons pu avoir que grâce à une demande à la commission d'accès aux documents administratifs. Et ça, c'est aussi un élément à verser au débat, finalement. Et dans la mesure où les acteurs producteurs de déchets tirent dans un sens ou dans l'autre pour que les provisions soient moins importantes, pour baisser le coût officiel. Donc voilà, nous ne sommes pas à l'heure actuelle dans un débat, des conditions qui permettent un débat serein sur le sujet, malheureusement. Par rapport au système de gestion d'information, comme je vous le disais, on n'est pas dans la co-gestion du nucléaire. Ceci dit, il y a quelque chose qui revient très souvent de ce qu'on peut lire sur les travailleurs du nucléaire, c'est qu'eux-mêmes estiment que leur propre compétence n'est pas reconnue. Et je vous incite d'ailleurs à les auditionner, car eux-mêmes, des fois, se sentent, de ce que j'ai pu lire en tout cas, de ce que j'ai pu entendre, sentent que ces compétences ne sont pas reconnues, que sont mises en place des procédures très lourdes qui constituent des usines à gaz, mais qui ne permettent pas de résoudre les problèmes. Pour la question du système de gestion des informations, je vous renverrai à la plainte qu'on a déposée par rapport à la centrale de Belleville, qui est mise sous surveillance renforcée, et où on voit à la fois les différents problèmes qui se posent, à savoir des installations qui sont dans un état de corrosion avancé, des équipements importants pour la sûreté qui ne sont plus en état de fonctionner, et ce, du fait que finalement des demandes de travaux se perdent dans la nature. Quelles seraient les évolutions possibles? Est-ce que l'ASN devrait se charger de la sûreté? Effectivement, oui. La sécurité, oui, effectivement. D'autres autorités de sûreté à l'étranger s'en chargent aussi. Ce n'est pas normal que l'ASN n'ait pas son mot à dire également dessus. Y a-t-il d'autres questions? Vous voulez apporter une précision, peut-être, M. Château? Juste par rapport à CIGEO, je crois que l'impression que l'on a vraiment, c'est que ça fait 60-70 ans que le problème des déchets est posé et qu'il n'y a pas de solution satisfaisante. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on va avancer à marche forcée pour trouver une solution pour les déchets de façon à pérenniser l'idée qu'on peut continuer le nucléaire. Je crois que c'est un peu cela. Or, moi, il y a quelque chose qui me choque dans cette histoire de CIGEO, c'est qu'on prévoit une réversibilité, même si on en doute fortement, et qu'un certain nombre de rapports disent que c'est pas possible, cette réversibilité, mais seulement pour 100 ans. 100 ans par rapport à des déchets qui sont prévus pour plusieurs centaines de milliers d'années. Donc c'est vraiment, on a, même si on doute de cette réversibilité sur 100 ans, 100 ans, c'est une goutte d'eau par rapport à la durée de vie des déchets. Donc personne ne peut concevoir qu'il y ait une sûreté, une sécurité de cet enfouissement des déchets à 500 mètres. Là, je pense que l'important, c'est dans l'immédiat de ne pas se précipiter et de prendre des mesures qui permettent de réintervenir vis-à-vis des containers de déchets si problème il y a. À 500 mètres sous terre, dans une centaine d'années, s'il y a un problème, il n'y aura rien.
Chers collègues, pas d'autres questions? Ben, il me reste à vous remercier de votre disponibilité et donc de la clarté des propos que vous avez tenus. Et nous allons donc passer à l'audition suivante. Merci à vous.